Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier podcast consacré à la philosophie et à l'art, et plus précisément à l'art et à la représentation. Quel rapport, en tant qu'image ou apparence, l'œuvre d'art doit-elle entretenir avec le réel ? Quelle place doivent occuper dans la création artistique l'imagination de l'artiste et la fidélité aux éléments fournis par la réalité extérieure à l'esprit du créateur ? On entend souvent dire que les arts représentent le réel, c'est-à-dire qu'ils en donnent une image qu'on peut supposer élaborée par l'artiste, mais qui prend corps dans une œuvre. Précisons que la représentation peut être comprise comme une imitation de la nature ou d'un modèle, ou bien encore si elle équivaut à la représentation intérieure, à l'idée que l'artiste s'est faite de la réalité. Cela signifie que l'image, la figuration ou la forme qu'il crée révèle ce que ce réel représente pour sa conscience. On peut se demander dans quelle mesure imiter fait intrinsèquement partie de la démarche artistique et les raisons pour lesquelles l'imitation est recherchée. On peut évoquer ici le problème de l'abstraction, quand les arts dits d'imitation renoncent à donner un équivalent identifiable du réel, comme lorsque la peinture est abstraite ou non figurative, une difficulté apparaît. Il ne semble plus y avoir de critères pour apprécier la réussite d'une œuvre, elle ne peut plus être jugée à l'aune de la représentation. En effet, si l'art doit avant tout représenter, au sens de copier, l'idéal de la peinture sera le trompe-l'œil. Or, si ce dernier peut constituer un genre qui présente toujours un attrait de curiosité, il est difficile de prétendre qu'il constitue l'achèvement de cet art. Représenter, c'est produire un artifice. C'est justement cette capacité que possède l'art de produire un équivalent illusoire du réel qui est visé par Platon. La présentation qu'il propose de l'imitation comme copie du réel est faussement naïve, puisqu'il ne conteste pas le pouvoir de l'artiste, mais met en évidence, à l'aide de cette notion, certaines conséquences de l'émotion esthétique. L'art détourne de la froide réflexion pour céder à la séduction de l'irrationnel. La célèbre condamnation de l'artiste, que Platon souhaite exclure de sa cité idéale, vient du lien qu'il établit entre la représentation du sensible et l'illusion. Le philosophe souhaite détourner les hommes des satisfactions illusoires d'un monde sensible opposé au monde intelligible que révèle la recherche de la vérité. L'art, ou plutôt les arts d'imitation, c'est-à-dire ceux qui donnent une image, une représentation de la réalité, entravent la réflexion et éloignent de la sagesse. Platon, qui présente dans la République le modèle d'une société idéale, ne souhaite pas y faire entrer les artistes, comme l'indique la fin de ce texte. Plus l'imitation est réussie, plus dangereuse elle est pour le philosophe. La conception platonicienne de l'homme, qui explique cette critique, apparaît à travers la notion de tempérament. L'âme humaine est composée de différentes parties que la sagesse hiérarchise en fonction de leurs valeurs. Ainsi, les passions, au sens de sentiments irraisonnés de joie ou de peine, doivent être soumises à la raison. Certains individus sont dominés par leurs passions la plupart du temps. Et comme ils ne trouvent pas le bonheur en suivant leurs désirs changeants, Platon appelle leur tempérament bigarré, ce qui évoque la versatilité et l'incohérence. Le sage, au contraire, obéit en premier lieu à son intelligence et s'efforce d'agir en fonction des connaissances qu'il a acquises. L'art imitatif, et particulièrement le théâtre, qui mime les actions humaines, provoque la tristesse et la joie, séduit par la représentation de ces états où l'on se complaît facilement, faiblesse envers soi-même que dissiperait la réflexion. La voie qui mène à la sagesse est obstruée par une sensibilité flattée par le spectacle et la fascination exercée par les œuvres d'art contredit l'ambition philosophique de rationalité et de maîtrise de soi. La propension à l'imitation fait partie des potentialités que l'homme se doit de réaliser. C'est pourquoi, avant d'être considérée comme, dans son résultat, comme une image de la réalité, l'imitation est présentée comme une activité. Son premier résultat est l'apprentissage. L'enfant apprend en imitant les adultes. Cette activité est volontaire, car suivre un penchant naturel est agréable.
Cependant, le plaisir pris à l'imitation est aussi celui de la contemplation. Mais la contemplation n'est pas ici un entraînement passif. Elle est aussi une activité. En effet, tout en sachant que ce que nous percevons n'est pas la réalité même, nous identifions ce qui est représenté. Nous exerçons à son propos une activité intellectuelle, autre expression de la nature humaine. On déduit ce que représente chaque chose. N'oublions pas en effet que l'artifice, malgré son pouvoir d'évoquer une réalité, en est intrinsèquement très éloigné. Il ne s'agit donc pas simplement d'identifier un sujet de la représentation, mais de jouir de l'imitation et de ses procédés du point de vue qu'elle nous donne sur la réalité. Aristote envisage d'ailleurs le cas d'objets désagréables par eux-mêmes et dont on peut faire une belle représentation. Il évoque aussi la situation d'un individu qui découvre une représentation sans avoir vu l'original. À partir du moment où l'artiste transforme le monde, non pour organiser sa vie concrète, mais pour tirer une jouissance de la forme des choses, cette attitude annonce la création artistique. C'est ainsi que ce qui est représenté est en réalité beaucoup plus vaste que ce que le langage peut décrire et que ce que la raison qui distingue et sépare les choses peut identifier de la réalité. Notre conscience englobe en fait la tonalité de l'instant vécu, avec son cortège d'émotions et de sentiments. Simplement, son contenu demeure à l'arrière-plan du psychisme. Nous ne pourrions pas définir ce que nous percevons. L'artiste a le pouvoir de nous le révéler et contempler une œuvre, c'est par l'intermédiaire du talent d'autrui, déployer notre propre sensibilité au monde. Bergson utilise pour faire comprendre la nature du travail artistique et la métaphore de la plaque photographique. Celle-ci contient une représentation virtuelle. Elle existe, elle aussi, sans être visible. Une opération supplémentaire est nécessaire pour révéler cette représentation. De même, l'artiste joue le rôle d'un révélateur. Le peintre fixe sur sa toile quelque chose qui échappe ainsi à l'indifférence habituelle du perçu. Il nous oblige, d'une certaine manière, à y faire attention. Si le spectateur n'avait pas en lui la même impression, on pourrait dire que l'artiste invente. Mais apprécier l'œuvre d'art revient à reconnaître en face d'elle la réalité que l'artiste a jugée digne d'être représentée, à la faire revivre. Seul ce qui est déjà connu peut être révélé. L'exemple de la peinture est propre à montrer que, même dans le cas où il y a imitation, les choix de l'artiste font apercevoir, s'approprier par la conscience des représentations plus vraies, plus complètes de la réalité. L'artiste est comme l'éducateur des autres hommes, dans la mesure où, loin de leur imposer sa vision des choses, il révèle en eux, développe des aspects ignorés de leur perception et de leur conscience.